Russell Kane essuya la graisse de ses mains alors que le soleil de midi tombait sur l'allée. Le chiffon qu'il a utilisé était déjà noir d'huile et de sueur, mais a fait l'affaire. Ses doigts usés, calleux et marqués par des années de travail mécanique et avant cette guerre, en disaient plus sur sa vie qu'il ne le ferait jamais avec des mots. Le bus arriverait d'une minute à l'autre. Maintenant, après 3 ans de lutte contre le système, les tribunaux avaient enfin compris les mensonges de Viva, la garde de l'âme. Les mots lui paraissaient encore étranges dans sa bouche lorsqu'il les marmonnait dans le garage la nuit, penché sur des moteurs qui avaient plus de sens que jamais. Un bus scolaire jaune a grondé au coin de la rue et Russell a redressé son dos, ignorant le pincement familier de la douleur causée par une vieille blessure de la guerre du Golfe. Il n'était pas du genre à ressentir des sentiments, mais aujourd'hui comptait. Le bus s'arrêta en sifflant, la porte s'ouvrit avec un soupir mécanique et il était là, Lennox, 15 ans maintenant et tellement plus grand que la dernière fois que Russell avait été autorisé à le voir. Le garçon descendit, tenant un sac polochon dans une main et un sac à dos dans l'autre, malgré la chaleur estivale du Missouri qui pesait comme un poids. Lennox portait un sweat à capuche gris à manches longues zippées jusqu'au cou. Et papa, la voix de Lennox avait trop changé, plus grave maintenant, mais plus calme. Ses yeux se tournèrent vers une modeste maison de style ranch. Le garage avec la porte en saillie ouverte, les outils éparpillés sur les établis, « Bienvenue à la maison, mon fils ». Russell s'avança, le bras à moitié levé pour un câlin, puis s'arrêta. Quand Lennox fit un petit pas en arrière, quelque chose de froid s'installa dans les tripes de Russell. Il baissa le bras et fit un signe vers la maison. « Votre chambre est prête, rien d'extraordinaire, mais c'est la vôtre. » Lennox hocha la tête. Je n'ai toujours pas répondu aux remerciements de son père. Ils marchèrent jusqu'à la maison en silence, Russell remarquant la façon dont les épaules de son fils étaient courbées en avant, comment il sursauta lorsqu'une voiture se retourna contre lui dans la rue voisine. Russell avait déjà vu ce regard sur les gars de son unité après des échanges de tirs particulièrement violents. Le regard lointain qui ne regardait vraiment rien dans le présent. L'intérieur de la maison était propre mais clairsemé. Russell n'avait jamais été du genre à décorer mais il a essayé, des draps neufs sur le lit de Lennox, un bureau avec une lampe, des étagères pour tout ce qu'un garçon de 15 ans pourrait vouloir y mettre, des toilettes de l'autre côté du couloir, a déclaré Russell debout dans l'embrasure de la porte pendant que Lennox plaçait ses sacs sur le lit. Cuisine approvisionnée, vous avez des hamburgers que nous pouvons griller ce soir si vous le souhaitez? Lennox hocha la tête, toujours tourné vers l'extérieur. Ça a l'air bien. Russell a hésité, puis a ajouté, je travaille jusqu'à 6 heures du matin la plupart du temps au magasin de Mapleton, mais je peux m'adapter. Si vous avez besoin de quelque chose, je me débrouillerai tout seul. La voix de Lennox était plate. Répétez, d'une manière ou d'une autre. Très bien alors. Russell s'attarda un moment. 1000 questions restaient en suspens, mais ce n'était pas un homme qui fouillait. Pas à sa manière. Je te laisse t'installer. Retourne au garage. Russell prit une clé et se tourna vers la Chevrolet sur laquelle il travaillait, mais son esprit n'était plus tourné vers les carburateurs. Quelque chose n'allait pas avec son garçon, pas le genre de mal normal qui accompagne le fait d'être adolescent, ou même la gêne attendue de vivre avec un père. Tu n'as pas vu grand-chose depuis des années. C'était autre chose, quelque chose qui faisait sortir les instincts de combat de Russell de leur sommeil. Mais il ne pouvait pas le forcer, ni exiger de réponse. Il fallait regagner la confiance. Il le savait. Alors il attendait, regardait et essayait d'être le genre de père que Lennox avait besoin de lui. 3 semaines au cours de son été et le schéma était clair, Lennox se réveillait tard, mangeait peu et passait la plupart de ses journées dans sa chambre ou sur le porche avec des écouteurs. Lorsque Russell suggérait des activités pêchées, regarder un film, ou même juste une promenade en voiture, Lennox acceptait sans enthousiasme et participait avec un engagement minimal. Mais ce sont les aspects physiques qui ont vraiment touché Russell. Les manches longues, malgré des températures grimpant dans les années 90. La façon dont Lennox tressaillit si Russell bougeait trop vite. La porte verrouillée de la salle de bain quand Lennox prenait sa douche. Le refus d'aller nager à la piscine de la ville ce soir. Russell était déterminé à réessayer. Il a trouvé une vieille moto Honda dans la casse, un projet de restauration sur lequel ils pourraient travailler ensemble. J'ai quelque chose à te montrer,
dit Russell en plaçant une assiette de spaghettis devant Lennox au dîner. Son répertoire culinaire était limité mais il essayait. Lennox leva les yeux avec sa fourchette au-dessus de sa nourriture. Qu'est-ce qu'il y a après le dîner? Dans le garage. 20 minutes plus tard, Russell a retiré la bâche de la moto, révélant son cadre rouillé et les pièces manquantes. Je pensais que nous pourrions le réparer ensemble, le remettre en marche. Pour la première fois, une étincelle d'intérêt véritable a brillé dans les yeux de Linux. Vous pensez que nous pouvons? Je sais que nous pouvons. Moteur solide des besoins, du travail, mais rien que nous ne puissions gérer. Russell a pris un magasin supplémentaire. Vous voulez regarder de plus près? Lennox s'est avancé puis a arrêté de tirer sur ses manches. C'est cool, mais je ne connais pas grand-chose au vélo. Je vais t'apprendre ici. Russell a proposé une clé. Première leçon, évaluant ce avec quoi nous travaillons. Sa manche s'est légèrement relevée, Russell a aperçu quelque chose sur son poignet, une bande de peau décolorée comme une brûlure de corde de guérison. Vacances d'été. Russell a dit d'une voix délibérément décontractée. Je ne savais pas que tu avais des devoirs, je lisais juste pour l'année prochaine. Lennox recula du vélo. Pouvons-nous peut-être commencer ce week-end à la place? Russell hocha la tête, posant la clé. Chaque fois que vous êtes prêt, ne vous précipitez pas. Cette nuit-là, Russell était assis sur son porche arrière, sirotant une bière et regardant dans l'obscurité. La lumière du porche du voisin projetait de longues ombres sur sa cour. Quelque part au loin, un chien a aboyé. Les sons normaux d'une paisible nuit d'été en banlieue. Mais dans la tête de Russell, un tambour de guerre commençait à battre. Quelque chose n'allait pas avec son fils, quelque chose que quelqu'un lui avait fait. Le lendemain après-midi, Russell rentra. Sécurisé. Quand tout fut prêt, il descendit les escaliers. Viva et Clyde avaient l'air terribles, échevelés, épuisés, craintifs. Toute prétention avait disparu. Maintenant Water, Viva croquette, s'il te plaît Russell. Russell posa 2 bouteilles d'eau sur la petite table en 1 minute. Dit-il d'abord. Nous allons parler de ce que Clyde a exigé de sa voix pour crier à propos de la justice. Russell tira une 3e chaise, la plaçant de manière à ce que le projecteur soit dans son dos, projetant son visage dans l'ombre tout en éclairant le leur sur les conséquences. Russell a commencé méthodiquement, presque cliniquement, en énumérant toutes les blessures que Lennox avait décrites ou que Russell avait observées, 3 brûlures de cigarettes sur le côté droit, des marques de ceinture sur le dos et les épaules, 27 cicatrices distinctes, des brûlures de corde sur les 2 poignets, un doigt cassé qui a guéri, tordu parce que vous ne vouliez pas l'emmener chez un médecin. Pendant qu'il parlait, le visage de Vivica se tordit, non pas de remords mais de colère. Vous ne comprenez pas, elle l'interrompit. Lennox était difficile, défiant. Il avait besoin de ce dont la voix de Russell restait ferme, être torturé par sa mère, par un homme qui s'amusait à faire du mal à un enfant? Ce n'était pas comme ça. Clyde insista, mais faiblement. Alors, comment c'était? Russell se pencha en avant. Expliquez-moi. Aide-moi à comprendre pourquoi mon fils sursaute quand quelqu'un lève la main près de lui, pourquoi il fait des cauchemars toutes les nuits, pourquoi il pensait que personne ne l'aiderait jamais. Aucun d'eux n'avait de réponse. Je ne pensais pas, dit Russell en se levant. Il se dirigea vers le coin avec la bâche en plastique et sortit quelque chose d'une boîte de marteau. Les yeux de Clyde s'écarquillèrent. Maintenant, attendez 1 minute. Cela est allé assez loin. Nous pouvons trouver une solution. Comme quel argent? Dit Clyde désespérément. J'ai de l'argent. Compte offshore, 50 000 espèces. C'est à toi. Nous quitterons la ville. Ne contactez plus jamais Lennox. Russell fit tournoyer le marteau pensivement. Et tous les autres enfants? Tu as blessé les autres femmes. Jasper m'a dit qu'il y en avait d'autres. Il ment. Clyde a insisté, Jasper est un ivrogne depuis toujours. Il est jaloux de mon succès. Jasper n'a rien à gagner à mentir. Russell a répondu, vous. D'un autre côté, Viva a tenté une approche différente. Pensez à Lennox. A-t-elle plaidé? Si vous faites cela, il perd ses 2 parents.
Est-ce que c'est ce que tu veux? N'ose pas utiliser le nom de mon fils. Dit Russell, son contrôle chutant pour la première fois. Pas après ce que tu lui as fait. Je suis sa mère. Cria Vivica. Je l'ai élevé pendant des années pendant ton absence. Où étais-tu quand il avait besoin de toi, pour faire la guerre? Russell répondit froidement. Et puis il s'est battu avec toi au tribunal après que tu as menti pour le cacher de moi. Tu n'étais pas en forme, a craché Vivicus, un soldat brisé souffrant de SSPT et de problèmes de colère. Les tribunaux ont accepté parce que vous les avez manipulés. Russell a répliqué, comme si vous manipuliez tout le monde. Mais cela se termine aujourd'hui. Il s'approcha de Clyde, marteau à la main. Vous d'abord, je pense Viva, devriez voir ce qui s'en vient. Clyde commença à lutter sauvagement contre ses attaches, la chaise claquant contre le sol. Tu ne peux pas faire ça. Pense Y, mec. Meurtre. Tu iras en prison seulement s'ils te trouvent, répéta Russell. Et ils ne sortiront pas ici. L'exécution, lorsqu'elle a eu lieu, a été rapide et calculée. Un seul coup à la base du crâne. Le corps de Clyde se contracta une fois, puis s'immobilisa. Du sang coula sur la bâche en plastique située sous lui. Vivica a crié un son de terreur primale, vous l'avez tué. Vous l'avez en fait tué. Russell se tourna vers elle, son visage ne trahissant aucune émotion. Oui, je suis sa mère, sanglota Vivica. Toute prétention est terminée maintenant. S'il te plaît, Russell, je suis la mère de Lennox. Tu étais censé le protéger, murmura Russell. C'est ce que font les mères. Sa mort a été tout aussi efficace. Aucune hésitation, aucune pitié de dernière minute. Ensuite, Russell se tenait au centre de la cave, entouré par la mort. Il ne ressentait rien, aucune satisfaction, aucun remords, juste un étrange vide, comme s'il n'avait rien fait de plus important que de sortir les poubelles. L'élimination a pris des heures. Russell a travaillé méthodiquement, enveloppant les corps dans des bâches en plastique, creusant sous le sol en terre battue du vendeur, les enterrant profondément. Il nettoyait de manière obsessionnelle, éliminant toute trace de sang, chaque mèche de cheveux, chaque fibre qui pourrait raconter l'histoire de ce qui s'était passé ici. Quand cela a été fait, il a construit un petit feu à l'extérieur, brûlant les gants, le plastique, ses vêtements, alors que les flammes consomment les preuves. Russell a regardé la fumée monter dans le ciel obscurci, emportant avec elle les derniers vestiges de son ancienne vie. Demain, il rentrait chez lui à Lennox. Il serait un père, rien de plus, rien de moins. La guerre était terminée. La paix d'une sorte avait été. 1,2 semaines se sont écoulées. Puis un mois, l'été a commencé sa lente transition vers l'automne. Lennox a commencé au lycée local, a rejoint l'équipe de football. Russell est allé travailler chaque jour à la boutique d'auto, est rentré à la maison, a préparé le dîner, une vie normale ou l'apparence d'un. La disparition de Viva et Clyde a provoqué des ondulations dans la petite ville, mais pas les vagues que Russell s'attendait. L'enquête policière semblait au mieux préfoncteur. Le détective Harper, un homme lourd avec des taches de sueur permanentes sous ses bras, a interviewé Russell une fois, quand vous avez vu l'un ou l'autre, a-t-il demandé, le cahier ouvert mais le stylo immobile. Viva est venue il y a environ un mois, répondit honnêtement Russell, voulait discuter des arrangements de garde. Je n'ai pas du tout vu Clyde, sauf brièvement dans son bar. Harper hocha la tête, ne prenant pas la peine d'écrire cela. Et ton fils? Vous avez des contacts avec lui, pas que je sache. Encore une fois, pas un mensonge. Il n'aime pas parler de sa mère. Beaucoup ne peut pas le blâmer là-bas, marmonna Harper. Puis s'est rattrapé. Je veux dire, le divorce est difficile pour les enfants. Russell a simplement hoché la tête, attendant plus de questions de sondage. Cela n'est jamais venu. Enfin, Harper a fermé son cahier sans avoir écrit un seul mot. Eh bien, si vous entendez quelque chose, faites-le nous savoir entre vous et moi. Parole lorsqu'il saute la ville en raison de l'argent à certaines personnes à laquelle vous ne voulez pas de l'argent. Ne serait pas la première fois. Il semblait que la ville avait déjà écrit sa propre explication, celle qui ne nécessitait aucune enquête, aucune justice, aucune vérification inconfortable. Clyde,
a-t-il émergé, avait un problème de jeu. Viva avait des goûts coûteux, ils vivaient au-delà de leurs moyens depuis des années et il y avait des rumeurs, chuchotées au début, puis parlées plus ouvertement au fil des semaines, du traitement des femmes de Clyde, de la froideur de Vivica envers son fils. L'histoire s'est transformée de « il saute la ville pour éviter les dettes » envers « il saute la ville parce que les gens commençaient à poser des questions ». Au scrapyard, une nouvelle propriété a été annoncée. Jasper, l'ancien barman, avait apparemment acheté l'établissement à Clyde juste avant la disparition des faits. Cela haussa les sourcils mais a finalement été accepté comme un timing chanceux. Un soir, Russell est tombé sur Jasper à l'épicerie. Ils ont échangé des hochements de tête, rien de plus. Mais les yeux de Jasper tenaient des connaissances, non pas des détails, peut-être, mais des généralités. Il savait, dans la façon dont les gens savent parfois des choses sans preuve ni confession, ce que Russell avait fait, et il n'en parlait jamais. Prendre un thé à la maison. Lennox se transformait. Le regard hanté dans ses yeux s'était estompé. Il rit plus, parla plus. Il portait des t-shirts et des shorts sans hésitation. Lorsque l'école a commencé, il s'est facilement fait des amis, a rejoint les activités, a vécu la vie d'un adolescent normal, point. Un soir, Russell est rentré à la maison pour trouver Lennox dans le garage travaillant sur la moto Honda qu'ils avaient commencé à restaurer au début de l'été. « Je pensais que vous voudrez peut-être terminer ensemble », a déclaré Lennox, ne levant pas les yeux du moteur. Russell s'assit dans sa boîte à lunch, ramassa une clé. « Ça me semble bien. » Ils ont travaillé dans un silence compagnon pendant un certain temps. Ensuite, Lennox a dit avec désinvolture, « Maman n'a pas appelé ni envoyé de SMS, pas dans les semaines. » Les mains de Russell, encore momentanément, ont ensuite continué à travailler. « Qui te dérange ?» Lennox semblait considérer la question. « Non, » il a finalement dit, « c'est paisible, ne pas se soucier qu'elle se présente ou lui. » Russell hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. « Papa », Lennox a posé son outil, se tournant pour faire face à son père. « Avez-vous fait quelque chose ?» La question était suspendue dans les airs, à la fois vague et précise. Russell a rencontré le regard de son fils régulièrement. « Qu'en penses-tu » Lennox n'a pas détourné le regard, « je pense que je n'ai plus à avoir peur. » C'est exact. A confirmé Russell. « Vous ne le faites pas ?» Lennox hocha la tête une fois, puis ramassa à nouveau sa clé. Ils sont retournés à travailler sur la moto, la question et sa réponse implicite à s'installer entre eux comme un secret partagé pour ne plus jamais parler directement. L'automne a cédé la place à l'hiver, Noël s'est approché. Lennox allait bien à l'école, avait une petite amie nommée Melissa, a passé les week-ends à jouer à des jeux vidéo avec des amis ou à travailler sur la moto. Russell avait commencé à sortir avec Callie, provisoirement au début, puis avec une confiance croissante, car elle s'est avérée non seulement un allié mais un véritable partenaire. L'enquête sur la disparition de Vivica et Clyde avait effectivement cessé. Leur histoire avait été écrite par l'imagination collective de la ville, un récit qui ne nécessitait aucun corps, aucune arme de meurtre, aucun criminel, juste deux individus sans pas en fuite qui avaient fui leurs responsabilités et leurs dettes. Russell s'était presque permis de croire que c'était fini, que le fantôme avait été correctement enterré. Puis vint l'ours en peluche. Lennox nettoyait sa chambre, emballant des choses enfantines dont il n'avait plus besoin lorsqu'il trouvait un vieil ours en peluche, usé et fané, manquant un œil. Il l'a amené à Russell, qui lavait la vaisselle dans la cuisine. « Tu te souviens de ça ?» demanda Lennox, en tenant l'ours. « Vous me l'avez donné pour mon 5e anniversaire. » Russell séchait ses mains en examinant le jouet. « Je me souviens que vous l'avez transporté partout pendant 1 an. » Maman détestait ça, a déclaré Lennox, retournant l'ours dans ses mains. Elle a essayé de le jeter une fois mais je l'ai caché. Ses doigts se pressaient contre l'estomac de l'ours et il fronça les sourcils. C'est bizarre. C'est dur à l'intérieur. Avant que Russell ne puisse répondre, Lennox avait trouvé une petite fermeture éclair cachée dans le dos de l'ours. Il l'ouvrit et atteignit à l'intérieur, sortant un lecteur USB. Qu'est-ce que ça ? A demandé Lennox, le tenant. Russell a pris la campagne, l'examinant. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu auparavant. Voyons-le, a suggéré Lennox. Russell a hésité,
un sentiment de furtissement qui s'installe sur lui, mais refuser ne ferait que soulever des questions. Très bien, a-t-il accepté. Voyons ce qu'il y a. Ils sont allés à l'étude de Russell où son ordinateur portable était assis sur le bureau. Il a branché le lecteur, cliqué sur un seul dossier. Il contenait. À l'intérieur se trouvaient des fichiers vidéo, des dizaines d'entre eux étiquetés par date. Russell en a ouvert un au hasard. L'écran montrait le salon de Vivica. Clyde était assis sur le canapé buvant pendant que Viva rythme, faisant un geste avec colère. La vidéo avait un son. Il devient un problème. Vivica disait s'il disait à quelqu'un à l'école qu'il ne le fera pas. Clyde interrompu. Il a trop peur d'ailleurs, qui le croit sur nous? Russell a rapidement fermé le dossier, mais Lennox avait déjà compris. Ils se sont enregistrés, murmura-t-il, parlant. Russell a ouvert un autre dossier antérieur. Celui-ci a montré Clyde assis en face d'un homme. Russell n'a pas reconnu l'argent en changeant de main, l'homme disant « Elle n'apportera pas des accusations, je l'ai pris soin ». Un autre fichier, Vivic au téléphone, en riant. Bien sûr, le juge a statué en ma faveur. Il me doit me souvenir de ce petit problème avec sa baby-sitter adolescente. J'ai des photos, un dossier après le dossier, chacun plus accablant que le précédent, chantage, corruption, discussion sur les abus, pas seulement à Lennox mais aussi d'autres, références aux officiels de la ville, policiers, même juges, tous compromis d'une manière ou d'une autre. Mon Dieu, Russell a respiré. Tout est là, tout. Lennox regarda l'écran, son visage pâle. Pourquoi enregistrerait-elle cela? Gardez-le d'assurance. Russell a réalisé l'effet de levier, si quelqu'un essayait de se déplacer contre elle ou Clyde, ils avaient de la saleté dans la moitié de la ville. Il se tourna vers Lennox. Sauviez-vous cela? Les enregistrements? Lennox secoua la tête? Non, mais je me souviens que l'ours a disparu pendant un certain temps l'année dernière. Maman a dû le prendre, cacher le trajet à l'intérieur, puis le remettre dans ma chambre, une bonne cachette, quelque chose que je gardais mais que je n'ai plus utilisé. Russell s'est assis dans la course d'esprit. Le lecteur USB contenait suffisamment de preuves pour exposer non seulement les crimes de Vivica et Clyde, mais un réseau de corruption dans toute la ville. Les personnes qui leur avaient permis, couvertes pour eux, ont profité de leur plan. Cette voix de Linux était incertaine. Que faisons-nous de ceci? Russell a soigneusement examiné la question. Les vidéos pourraient soulever des questions dangereuses sur la disparition de Viva et Clyde, sur la participation de Russell, mais ils pouvaient également rendre justice à d'autres qui avaient échoué. Linux, qui avait permis à ces abus de continuer. Je pense que Russell a dit lentement, nous nous assurons que les bonnes personnes le voient. Le lendemain, Russell a copié les fichiers sur un nouveau lecteur. Il l'a emballé de manière anonyme d'une note dactylographiée expliquant le contenu et l'a envoyé à un enquêteur d'État. Il avait recherché en ligne quelqu'un sans lien avec sa ville qu'une semaine plus tard, la tempête s'est cassée. La police d'État est descendue dans la ville. Le maire a été arrêté, 2 policiers, juges du tribunal de la famille, même le détective Harper, qui avait si désinvolte l'enquête sur la disparition de Vivica et Clyde. La ville se déplaçait alors que l'histoire se déroulait dans les médias. Des années de corruption ont révélé un système qui avait protégé les agresseurs tout en échouant leurs victimes. L'objectif est entièrement passé du couple manquant à l'infrastructure qui leur avait permis. Dans 01 connecter Russell ou Linux à la fuite. À ce jour, au public, les autorités de l'État avaient reçu un conseil anonyme sur la corruption conduisant à la découverte d'une campagne USB lors d'une fouille de la maison abandonnée de Clyde. Russell a regardé les arrestations sur les nouvelles locales, Lennox à côté de lui sur le canapé, Callie dans un fauteuil à proximité. Aucun d'entre eux n'a parlé alors que le journaliste a détaillé les charges, les preuves, les phrases potentielles. À la fin de la diffusion, Lennox s'est tourné vers son père, Justice. Dit-il simplement. Russell hocha la tête pour tous ceux qu'il blesse, pas seulement vous. Callie regarda entre eux, comprenant, passant, tacite. Elle a atteint la main de Russell, l'a serré une fois, un geste de soutien, de complicité, d'acceptation. Quoi qu'il en soit dans le passé, quels que soient les péchés commis, ils avançaient ensemble. Le printemps est venu avec lui une nouvelle croissance, le renouvellement.
Les enquêtes et les procès des responsables corrompus se sont poursuivis, mais il est passé des gros titres quotidiens aux mises à jour occasionnelles. La vie dans la petite ville trouvait une nouvelle norme. Russell et Lennox s'étaient installés dans une routine confortable. Les jours de semaine étaient pour le travail et l'école. Vendredi soir, ils ont généralement dîné avec Callie, et parfois ses enfants qui étaient revenus de leurs grands-parents à la fin de l'été. Les week-ends les ont souvent trouvés dans la cabine, pêchant dans le ruisseau, faisant de la randonnée dans les bois. Ils n'ont jamais discuté de ce qui se trouvait sous le sol de la cabine, n'a jamais reconnu les cauchemars qui réveillaient parfois Russell trempé de sueur. Certaines choses sont restées enterrées dans tous les sens. Lennox était florissant. Ses notes étaient excellentes. Il avait fait un quart arrière dans l'équipe de football JV. Le garçon traumatisé de l'été dernier semblait être un souvenir lointain, mais parfois Russell attrapait une ombre passant sur le visage de son fils, un retrait momentané lorsque certains sujets se sont présentés. La guérison n'était pas linéaire. Russell le savait, il est venu en crise et départ, en 2 pas en avant et 1 pas en arrière, que par un samedi chaud en avril, Russell et Lennox se sont assis sur le quai du ruisseau derrière la cabine, pêchant des poteaux à la main. L'eau gargouilla paisiblement, les oiseaux ont appelé les arbres. Une journée parfaite. Papa Lennox a rompu le silence confortable. Puis-je vous demander quelque chose? Russell a été un peu sûr de Russell dans sa ligne, vous y pensez jamais, maman et Clyde? Russell garda les yeux sur l'eau. Parfois, il a admis de moins en moins au fil du temps. Lennox hocha la tête, absorbant cela. Les flics ne les ont jamais vraiment cherchés, n'est-ce pas? Sérieusement? Non, Russell a accepté. Trop de gens étaient heureux qu'ils soient partis. Trop de secrets qu'ils auraient pu exposer s'ils étaient trouvés. Ils se sont de nouveau silencieux. Le seul son, la douce éclaboussure d'eau contre le quai. Ensuite, Lennox a posé la question qui avait peut-être brassé depuis des mois. Papa, vont-ils jamais revenir? Russell se tourna pour regarder son fils. Lennox avait presque 16 ans maintenant, plus grand, plus fort, plus confiant. Mais à ce moment-là, Russell a vu la vulnérabilité toujours présente sous la surface, la nécessité d'une certitude absolue que les monstres avaient vraiment disparu. Non, fils. Répondit Russell, ses yeux sur l'eau. Ghost ne peut pas revenir si vous les enterrez assez profondément. Les épaules de Lennox se détendaient visiblement. Il hocha la tête une fois, acceptant cette vérité. Bien, dit-il simplement. Plus tard dans la soirée, ils sont revenus en ville. Callie venait dîner. Russell avait pensé à lui demander de déménager, et pas tout de suite, mais bientôt, créant une vraie famille pour Lennox, pour tous. Alors qu'ils tournent dans leur rue, Lennox a dit soudainement, « Je suis content que tu sois mon père. » Russell le regarda, surpris par le sentiment inattendu. « Je suis content aussi, répondit-il, ce qui signifie plus qu'il ne pouvait exprimer. Même quand maman m'a eu, Lennox a continué, même quand elle et Clyde ont fait ce qu'ils ont fait, je me suis toujours souvenu de toi, je me suis souvenu. Vous étiez différent. » Russell agrippa le volant plus fort. J'aurais dû combattre plus fort, aurais dû voir les panneaux plus tôt. Vous n'auriez pas pu savoir, a déclaré Lennox avec une simple sagesse de jeune. Mais quand cela comptait le plus, vous m'avez cru, vous m'avez sauvé. Ils se sont arrêtés dans l'allée. La voiture de Callie était déjà là, garée au bord du trottoir avant de sortir, Lennox a mis la main sur le bras de Russell. Nous allons bien maintenant, nous deux. Russell a regardé son fils, l'a vraiment regardé, a vu la force là-bas, la résilience, mais aussi la nécessité de rassurer que l'avenir se tenait plus que le passé leur avait donné. Ouais, a dit Russell avec certitude, nous allons bien alors qu'il se dirigeait vers la maison, vers Callie, attendant le porche avec une casserole et un sourire, Russell sentit un poids de ses épaules. Les fantômes ont été enterrés, l'avenir n'était pas écrit et à la fin, rien n'avait plus d'importance que le jeune homme marchant à côté de lui, son fils, sa rédemption, sa raison de tout. Les sacrifices en valent la peine, les péchés nécessaires, la justice absolue. Je termine ce nouveau monde propre qu'ils ont créé. Il y avait de la place maintenant pour quelque chose que Russell avait pensé perdre pour toujours, l'espoir. Taux du magasin. Il prenait rarement des congés, mais il disait à son patron qu'il avait des affaires familiales et non un mensonge.
Il trouva Linux dans le jardin, assis sous le seul arbre, toujours vêtu de manches longues malgré la sueur qui lui coulait sur le front. « Il fait très chaud ici », commenta Russell, assis sur l'herbe à quelques mètres. « J'ai de la limonade à l'intérieur. Si tu veux, je vais bien. » Lennox ne leva pas les yeux de son livre. « Vous savez, » Russell a dit prudemment, « Madame, les étés sont brutaux. Quand j'avais votre âge, je vivais pratiquement en short et en t-shirt. » Les doigts de Lennox se resserrèrent sur son livre. « J'ai juste froid facilement, papa. » Une goutte de sueur coula sur la tempe de Lennox. Trahissant le mensonge, Russell le regarda disparaître dans le col du sweat à capuche de son fils. « Bien, dit-il, froid. » Ce soir-là, ils ont préparé des hamburgers sur un grill. Après quelques cajoleries, Lennox a accepté de regarder un film d'action. C'était la plus longue période qu'ils avaient passée ensemble depuis son arrivée. Russell a remarqué comment son fils était assis au fond du canapé, comment il gardait la capuche de son sweatshirt relevé, comment ses yeux étaient parfois vitreux pendant les parties les plus bruyantes du film lorsqu'un personnage était projeté à travers une fenêtre. Le fracas soudain du verre brisé fit sursauter Lennox physiquement, sa respiration s'accélérant. « Ça va ?» a demandé Russell. « Très bien », dit Lennox trop rapidement. « Je ne m'attendais pas à ça. » Plus tard, Russell entendit Lénine parler dans son sommeil, implorant quelqu'un. Il se tenait devant la porte, écoutant le cauchemar de son fils se dérouler. Ses poings étaient si serrés que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. Le matin, Russell a préparé des crêpes. Une autre offrande de paix. « J'ai pensé que nous pourrions travailler sur ce vélo aujourd'hui, » a-t-il suggéré. Lennox fouilla dans son petit déjeuner. « Peut-être que j'ai commandé des pièces. Je devrais être là la semaine prochaine. » Russell a lavé le visage de son fils. « Mais il faudra peut-être que tu enlèves ton sweat à capuche. La graisse moteur est difficile à laver. » Le fork de Linux a arrêté de bouger. « J'ai des t-shirts. » Bien. Russell but une gorgée de café. Il devrait atteindre 95 aujourd'hui. Lennox ne dit rien, mais Russell pouvait voir les roues tourner derrière ses yeux. Plus tard, dans le garage, Lennox est apparu vêtu d'un t-shirt, mais avec une chemise boutonnée par-dessus, les manches retroussées. Il travaillait maladroitement, essayant d'empêcher le tissu de se coincer dans les pièces de la moto. « Tiens », dit Russell en lui offrant des gants de travail. « Ceux-ci garderont au moins vos mains propres. » Leurs doigts se frôlèrent pendant le transfert et Lennox tressaillit comme s'il était brûlé. Russell fit semblant de ne pas le remarquer, mais les tambours de guerre dans sa tête battaient plus fort. Cette nuit-là, Lennox a oublié de verrouiller la porte de sa chambre. Russell, effectuant une vérification tard dans la nuit, comme c'était devenu son habitude, l'ouvrit de quelques centimètres pour s'assurer que son fils dormait paisiblement. Lennox était devant sa commode, face à la porte, chemise enlevée, dans la pénombre. De la fenêtre, Russell pouvait les voir, Walt, sur le dos de son fils, des cicatrices à différents stades de guérison, certaines vieilles lignes blanches, d'autres plus récentes, encore roses et en relief. Chez Russell, respirer, aiguiser, la trahit. Lennox se retourna, les yeux écarquillés de peur, attrapant sa chemise. « Papa », commença-t-il, la voix étranglée. Russell entra dans la pièce. Son visage, un masque de pierre, cachant la rage qui montait en lui. « Qui t'a fait ça ?» Lennox serra sa chemise contre sa poitrine mais ne l'enfila pas. Peut-être qu'il en avait marre de se cacher. « Personne, ce n'est rien, ne me mens pas, fils. » La voix de Russell était calme mais ferme. « Pas à propos de ça. » Les larmes montèrent aux yeux de Lennox. « S'il vous plaît, ne lui dites pas. »« Je te l'ai dit », il a chuchoté. « Elle me trouvera. » Elle le fait toujours. Le cœur de Russell se transforma en glace dans sa poitrine. Il l'avait soupçonné au fond. Mais l'entendre, voir la peur brute dans les yeux de son fils, cela rendait cela réel. « Ta mère ?» a-t-il demandé. Connaissant déjà la réponse, Lennox hocha la tête. Un petit mouvement cassé. Et Clyde, son petit ami. Il enfila une chemise en serrant la main. Ils seraient en colère s'ils apprenaient que j'ai dit quelque chose. Russell s'avança lentement, télégraphiant ses mouvements.
Il posa doucement une main sur l'épaule de son fils. « Personne ne te fera plus de mal, a-t-il déclaré. Je te le promets. Lennox leva les yeux, le doute clair dans les yeux. Il avait déjà entendu des promesses. Il n'avait jamais été conservé. Russell a quitté la chambre de son fils une heure plus tard. Après avoir écouté des descriptions hésitantes de discipline qui faisaient paraître ses cauchemars de combat apprivoisés. Il se rendit à son bureau, ferma la porte et commença à écrire chaque détail, chaque cicatrice décrite par Lennox, chaque punition pour des délits imaginaires. Il écrivait jusqu'à ce que sa main se serre, jusqu'à ce que le soleil commence à se lever. Ce n'était plus seulement de la rage, c'était un but. C'était une mission. Pas une semaine ne s'est écoulée. Russell a emmené Lennox acheter de nouveaux vêtements, des t-shirts, des shorts, des vêtements d'été normaux pour un adolescent. Le caissier leur sourit, commentant à quel point ils se ressemblaient. « Il a tes yeux », dit-elle à Russell, même expression sérieuse aussi. Russell ne parvenait pas à sourire en retour. Il avait vu le dos de Lennox en plein jour maintenant, l'avait aidé à appliquer une crème médicamenteuse sur les pires cicatrices, avait entendu plus de détails sur l'enfer dans lequel son fils avait vécu pendant des années. Chaque nuit, Russell ajoutait à son carnet des noms, des dates, des blessures, un compte-rendu des atrocités commises contre sa chair et son sang. Vendredi, Russell a demandé une faveur à un vieux copain de guerre qui travaillait au palais de justice. Les documents officiels, les ordonnances d'interdiction déposées et les appels mystérieusement abandonnés de la police à l'adresse de Viva, n'ont jamais donné lieu à des accusations. Alors que Linux était occupé avec un jeu vidéo, Russell a recherché des dossiers de divorce en ligne, a trouvé une transcription de l'audience pour la garde, a lu le témoignage de Vivica sur ses accès de violence et son incapacité à contrôler ses symptômes de SSPT, des mensonges qui lui avaient coûté son fils. Cette nuit-là, Russell se tenait dans sa salle de bain à regarder son reflet. Il reconnut à peine l'homme qui le regardait. La rage l'avait creusé de nouvelles rides sur son visage, mais ses yeux, ceux-là aussi sont différents, concentrés comme ils l'avaient été pendant. La protection. Un léger coup frappé à la porte de la salle de bain brisa sa concentration. La voix de papa Lennox était plus forte ces jours-ci. Moins hésitant, Russell ouvrit la porte. Quoi de neuf ? Son fils Lennox se tenait dans le couloir, vêtu uniquement d'un bas de pyjama. Pour la première fois, il ne cachait pas ses cicatrices. « Puis-je vous montrer quelque chose ?» Russell hocha la tête. Suivant son fils dans la chambre, Lennox ouvrit son tiroir à chaussettes et en sortit quelque chose enveloppé dans un vieux t-shirt. Il le déballa soigneusement, révélant un petit couteau de poche. « Clyde m'a donné ça, dit-il. Tenir comme s'il pouvait mordre. Il a dit qu'un vrai homme devrait toujours porter un couteau, mais moi, je ne pouvais pas l'utiliser, pas comme il le voulait. » La voix de Russell était d'un calme trompeur lorsqu'il demanda « Pourquoi voulait-il que vous l'utilisiez pour les chats du quartier ?» murmura Lennox. Lorsque j'ai refusé, la main du garçon a dérivé vers une cicatrice particulière sur son côté. Un cercle parfait. Il a posé sa cigarette ici. Russell prit doucement le couteau. Tu as bien fait, les nains. Ce n'est pas ce que font les vrais hommes. Que font les vrais hommes ? Lennox le regarda avec une soif de conseil dans les yeux. Russell réfléchit attentivement à sa réponse. Ils protègent ce qui leur appartient. Ils s'opposent aux personnes qui blessent les autres. Il posa le couteau sur la commode. Et il veille à ce que justice soit rendue d'une manière ou d'une autre. Lennox hocha lentement la tête. C'est ce que tu vas faire ? Obtenir justice ? Le caractère direct de la question a pris Russell au dépourvu. Il avait pris soin de ne rien dire d'explicite sur ses projets de croissance. Mais Lennox n'était pas stupide. Il avait vu un carnet, les recherches de fin de soirée. Je vais m'assurer que vous êtes en sécurité, dit finalement Russell, peu importe ce que cela prendra. Cette nuit-là, Russell ne parvint pas à dormir. Il resta assis sur le porche arrière jusqu'à l'aube, son esprit réfléchissant aux possibilités, aux imprévus et aux résultats. Au moment où le soleil se leva, peignant le ciel dans des tons de feu, il avait pris une décision. Cette affaire ne serait pas traitée dans les salles d'audience ou dans les commissariats de police. Le système avait déjà laissé tomber son fils une fois.
Russell ne donnerait aucune chance d'échouer à nouveau s'il rentrait à l'intérieur et préparait du café. Ses mouvements précis et économiques. Lennox Y trouva une heure plus tard, déjà habillé et préparant le petit déjeuner. « Tu te lèves tôt ?» commenta Lennox en sortant du jus d'orange dans le réfrigérateur. « J'ai beaucoup à faire aujourd'hui », a répondu Russell, « je pensais que nous pourrions nous rendre dans cette ancienne propriété que mon père m'a laissée. » La cabane de chasse. « Vraiment ?» Lennox parut surpris. Russell n'avait jamais mentionné la cabane auparavant. « Je pensais que ce serait bien de l'aménager quelque part pour aller pêcher, chasser, s'éloigner de la ville parfois. » Russell glissa une omelette dans une assiette. « Cela pourrait demander du travail, cependant. » Lennox a pris l'assiette, je pourrais l'aider en comptant dessus. Russell se servit encore du café. Nous partirons après le petit déjeuner. Le trajet jusqu'au chalet a duré près d'une heure sur des routes de campagne de plus en plus isolées. Lennox a regardé le paysage changer, passant des maisons de banlieue aux terres agricoles et aux forêts denses. Personne ne vient beaucoup ici, a expliqué Russell. Alors qu'il dévale le chemin d'accès en terre battue. Les voisins sont à environ 3 kilomètres de cette façon. Il fit un vague geste vers l'est. À part ça, ce ne sont que des bois sur des kilomètres. La cabane elle-même était petite et délabrée, une pièce principale avec une kitchenette, une chambre et une salle de bain rudimentaire. Mais surtout il y avait une cave accessible par une trappe située à l'étage de la chambre. Grand-père l'utilisait pour stocker des conserves et des fournitures d'urgence, expliqua Russell alors qu'il descendait. Les escaliers branlants auraient pu être réparés, mais la cave avait un sol en terre battue, sans fenêtre et sentait la terre humide. Une seule ampoule pendait au plafond, projetant des ombres dures. « Pourquoi l'utiliserions-nous » a demandé Lennox, regardant autour de lui d'un air dubitatif le visage de Russell. N'a rien révélé. Du stockage, peut-être un atelier, cela dépend. Ils ont passé la journée à débroussailler autour de la cabane, à colmater les pires trous du toit et à dresser une liste des matériaux nécessaires. Russell a accordé une attention particulière aux vendeurs, mesurant l'espace, vérifiant le câblage électrique. « Est-ce le numéro de ta mère ?» demanda Russell avec désinvolture alors qu'ils rentraient chez eux, désignant un contact dans le téléphone de Lennox qui se trouvait sur la console entre eux. Lennox serait dit « Ouais, quoi ? Je me demandais juste. » La voix de Russell ne trahissait rien. « Elle a essayé de vous appeler récemment. » « 1 ou 2 fois. » Lennox regardait par la fenêtre. « Je n'ai pas répondu. » « Probablement intelligent, » a déclaré Russell pour l'instant à la maison. Pendant que Lennox se douchait, Russell a copié le numéro sur son propre téléphone. Puis il ouvrit son carnet et écrivit en bas de la dernière page, « Cabine prête dans 2 semaines. » Russell a rêvé de Vivica cette nuit-là. Des rêves pas agréables. Il la voyait telle qu'elle était lors de leur première rencontre, 23 ans, riant dans un bar, ses cheveux noirs reflétant la lumière, assez belle pour lui faire oublier qu'il avait renoncé à toute relation après ce qu'il avait vu dans le golf. Il l'a vue 6 mois plus tard, debout dans leur cuisine, le visage rouge de rage parce qu'il était rentré tard du travail, jetant une assiette qui s'est brisée contre le mur à quelques centimètres de sa tête. Il la voyait enceinte de Lennox, à la fois tendre et cruelle en alternance déroutante. Il l'a vue au lit avec un autre homme, le premier avec lequel il l'a surprise, mais pas le dernier. Le regard dans ses yeux quand il lui faisait face, pas de honte mais quelque chose comme une satisfaction d'avoir découvert sa trahison. Et il l'a vue dans la salle d'audience, parfaitement composée dans une robe bleue conservatrice, décrivant en larmes ses épisodes de violence, son problème d'alcool qu'il refusait de résoudre, son incapacité à assurer la stabilité. Tous des mensonges, mais livrés avec une telle conviction que même son propre avocat l'avait regardé avec doute. Russell s'est réveillé avec des sueurs froides, les draps enroulés autour de ses jambes. L'horloge numérique indiquait 3h17 du matin. Il se démêla et alla chercher de l'eau à la cuisine, l'esprit encore à moitié. Dans le passé, Vivica avait obtenu la garde principale. Russell a eu un week-end sur 2, qui est devenu un week-end sur 3, qui sont devenus des visites. Mensuel que Viva a fréquemment annulé à la dernière minute jusqu'à il y a 3 ans, lorsqu'elle a déménagé Lennox de 2 comtés et a obtenu une ordonnance d'interdiction basée sur un incident qui ne s'est jamais produit.
Il lui avait fallu 3 ans de bataille juridique, de témoignages de moralité et une grande partie de ses économies pour enfin convaincre les tribunaux. Et même alors, c'était uniquement parce que Lennox, à 15 ans, était assez vieux pour que le juge prenne en compte sa préférence. Mais personne n'avait posé de questions sur les contusions. Personne n'avait regardé sous les vêtements de Lennox. Le système censé protéger les enfants avait livré son fils à des monstres. Russell entendit un bruit et se tourna pour voir Linux dans l'embrasure de la cuisine. « Vous êtes également réveillé à cette heure impie ? » « Je n'arrivais pas à dormir, » a demandé Russell. Linux secoua la tête. « Des mauvais rêves, moi aussi. » Russell versa un deuxième verre d'eau et le tendit à son fils. « Voulez-vous en parler ?» Linux but une longue gorgée avant de répondre. « C'était à propos de Clyde, à peu près au moment où il m'a surpris en train d'essayer de t'appeler. » La main de Russell se resserra sur son verre. « C'était quand l'année dernière ? » La voix de Lennox était plate, sans émotion. Un mécanisme de défense, Russell ne l'a que trop bien reconnu. Maman était en train de faire du shopping. J'ai trouvé votre numéro dans son ancien carnet d'adresses. Je pensais qu'il s'était peut-être laissé aller. Mais Russell pourrait combler les vides. Je pensais que peut-être son père pourrait l'aider, pourrait le sauver. Que s'est-il passé ? A demandé Russell, même si une partie de lui ne voulait pas le savoir. Clyde m'a rattrapé, a pris le téléphone et en a ri. Les yeux de Lennox étaient si loin. Regarde encore. J'ai dit que tu ne m'aiderais pas même si je t'atteignais, j'ai dit que tu m'avais abandonné parce que j'étais faible. Puis lui, Lennox, a remonté sa chemise, montrant une série de petites cicatrices rondes le long de ses côtes, une pour chaque numéro que j'ai composé, et a dit qu'il m'apprenait les conséquences. Russell posa son verre avec précaution, craignant de l'écraser. « Et ta mère, elle a regardé, » dit simplement Lennox. Parfois elle riait avec lui, parfois elle lui disait que c'était assez. Mais elle ne l'a jamais arrêté, pas vraiment. Russell regardait l'obscurité par la fenêtre de la cuisine, ne voyant rien dans son esprit. Il calculait, planifiait papa. La voix de Lennox le ramena au présent. Que allons-nous faire s'ils essaient de me reprendre ? Russell regardait son fils, il le regardait vraiment. Malgré tout, il y avait là encore un noyau de force, une résilience qui l'étonnait. Ils ne le feront pas, a déclaré Russell avec une certitude absolue. Et si on avait la garde complète maintenant ? Ils ne peuvent pas simplement vous emmener. Ce qu'il n'a pas dit, c'est ce qu'il pensait vraiment. Ils ne vous prendront pas parce qu'ils n'en auront jamais l'occasion. Mais et s'ils essayaient ? Insista Lennox. Russell posa une main sur l'épaule de son fils, prudent et doux. Alors je les arrêterai, quoi qu'il en coûte. Le lendemain matin, Russell a passé quelques appels, d'anciens contacts, principalement des gars avec qui il avait servi et qui travaillaient maintenant dans la sécurité des forces de l'ordre, même quelques-uns qui opéraient dans des zones plus grises. Il était prudent avec ses questions, les gardant hypothétiques, se contentant de recueillir des informations. L'après-midi, il avait ce dont il avait besoin. Il savait où trouver Clyde Arrow, un bar appelé Scrapyard dans l'est de la ville et dont il était apparemment propriétaire. Il savait que Viva vivait toujours dans la même maison que Clyde. Et il savait que Clyde avait fait l'objet d'un nombre record de 3 accusations de violence conjugale qui avaient été abandonnées lorsque les témoins étaient soudainement devenus peu coopératifs. « Je vais chercher des fournitures », a déclaré Russell à Lennox. De retour dans quelques heures. « La pizza est bonne pour le dîner ? » Bien sûr, répondit Lennox, sans lever les yeux de son jeu vidéo. Ces jours-ci, il ressemblait parfois presque à un adolescent normal. Presque. La casse était exactement ce à quoi Russell s'attendait, un bar de plongée avec des enseignes de bière au néon et des motos garées devant, pas encore ouvert pour la journée parfaite. Il s'est garé de l'autre côté de la rue et a regardé un homme d'âge moyen déverrouiller la porte d'entrée. Trop vieux pour être Clyde, d'après ce que Russell savait, probablement un employé. Russell attendit que l'homme soit entré, puis traversa la rue. La porte était déverrouillée. Il est entré comme s'il y appartenait. Nous ne sommes pas encore ouverts. L'homme a appelé derrière le bar où il comptait les bouteilles, revenez à 16 heures. Je cherchais juste Clyde, a déclaré Russell. En approchant du bar, j'ai une proposition commerciale pour lui.
L'homme leva immédiatement les yeux, méfiant. Qui demande son nom, Russell Kane. Il ne me connaît pas, mais je pense qu'il voudra entendre ce que j'ai à dire. Russell s'appuya sur le bar. L'image d'un intérêt occasionnel. Vous travaillez ici depuis longtemps, 15 ans, dit l'homme, toujours méfiant. Jasper Miller, je suis le manager. 15 ans, donc tu connais plutôt bien Clyde. Puis les yeux de Jasper se plissèrent, de quoi s'agit-il réellement? Russell a décidé de prendre un risque calculé. Mon fils Lennox, sa mère est Vivica Nelly. Sonnaient toutes les cloches. L'expression de Jasper changea, une ombre traversant son visage. C'est toi, Russell, c'est vrai? Russell observa l'homme attentivement. On dirait que vous avez entendu parler de moi. Jasper jeta un coup d'œil vers la porte, puis revint vers Russell. Écoute, mec, je ne suis qu'un employé. Quoi qu'il y ait entre toi et Clyde, je collecte juste des informations en ce moment. Russell l'interrompit doucement, pas de problème, je veux juste comprendre quel genre d'homme sort avec mon ex-femme et passe du temps avec mon fils. Jasper hésita, un conflit visible sur son visage. Finalement, il parla à voix plus basse. Les mains de Clyde ne font pas que mélanger des boissons. Il a fait plus mal que ton garçon. Mais personne n'est assez courageux pour parler. C'est tout ce que je dis. Russell hocha lentement la tête. Appréciez l'honnêteté. Je n'ai rien dit. Jasper a insisté et tu n'étais pas là pour demander, compris? J'ai compris? Russell était d'accord. Encore une chose, Clyde a des habitudes régulières, les endroits où il va, les choses qu'il fait. Jasper essuya le bar avec un chiffon. Ne croisant pas les yeux de Russell arrive vers 6 heures, la plupart du temps, reste jusqu'à la fermeture, prend congé le mercredi soir. Va habituellement pêcher au lac Carson. Merci, dit Russell en glissant un vin sur le bar pour rien dehors. Russell était assis dans son camion et prenait des notes. Le lac Carson était à environ 30 minutes de sa cabane, une zone isolée intéressante. Son téléphone a sonné. Numéro inconnu. Répondit Russell, son estomac se serrant lorsqu'il entendit la voix. Eh bien, Russell Kane, la voix de Vivica, douce comme du miel, mais avec ce côté familier. Cela faisait un moment que Russell contrôlait sa respiration. Comment as-tu eu ce numéro, Vivica? Oh, j'ai mes manières. Elle rit légèrement. J'ai entendu, vous posiez des questions sur Clyde. Pas très subtil, n'est-ce pas? La nouvelle a circulé rapidement dans les petites villes. Russell aurait dû s'y attendre. Je fais juste connaissance avec les voisins, dit-il d'un ton neutre. L'incrédulité dans sa voix était claire. Écoute, je pensais que nous devrions parler de Linux. Rien à dire. J'en ai la garde complète maintenant. Pour l'instant. Viva était d'accord. Une menace se cache sous les mots. Mais les choses changent. Les juges reconsidèrent leurs décisions, surtout lorsque de nouveaux éléments de preuve apparaissent. La prise de Russell se resserra sur le téléphone. De quoi parles-tu? Pourquoi ne discutons-nous pas en personne? Viva m'a proposé de passer chez toi demain vers midi. C'était la dernière chose que Russell voulait, mais c'était aussi une opportunité. Très bien, dit-il brièvement. Demain midi. Après avoir raccroché. Russell resta assis un long moment, sans regarder rien. Puis il a démarré le camion et s'est rendu à la quincaillerie. Il a rempli son chariot méthodiquement, des gants résistants, des bâches en plastique, du ruban adhésif, de la corde, une nouvelle pelle. Rien de tout cela n'était suspect en soi, juste un propriétaire effectuant de l'entretien, mais ensemble, ils formaient les contours de quelque chose de plus sombre. La caissière bavardait joyeusement en l'appelant. Elle faisait quelques rénovations, réaménageait juste une vieille cabane de chasse. Russell a répondu avec un sourire d'entraînement attendu depuis longtemps. Le lendemain matin, Russell réparait les marches du porche lorsqu'une camionnette s'est arrêtée dans l'allée voisine. Une femme d'une trentaine d'années en est sortie, des courses dans les bras. Russell l'avait déjà vue. Callie Brier, la voisine, mère célibataire, avec 2 enfants chez leurs grands-parents pour l'été, travaille comme infirmière à l'hôpital du comté. Ils échangeaient des signes de tête,
mais pas grand-chose d'autre. J'ai besoin d'un coup de main avec ça. Appela Russell en posant son marteau. Callie parut surprise par l'offre. Bien sûr merci. Russell a pris 2 des sacs les plus lourds et l'a suivi jusqu'à sa porte d'entrée. Au fait, je m'appelle Russell. Je ne pense pas que nous ayons vraiment rencontré Callie. Répondit-elle en sortant les clés de sa poche. J'ai entendu, tu as récupéré ton fils, c'est bien. Russell haussa un sourcil. Les nouvelles vont vite, petite ville. Callie haussa les épaules, poussant sa porte. Posez-les simplement sur le comptoir. Russell fit ce qui lui était demandé, remarquant la cuisine organisée, les œuvres d'art des enfants sur le réfrigérateur, une maison normale. Merci encore, dit Callie, s'attendant clairement à ce qu'ils partent. Russell hésita. En fait, je me demandais si tu avais une minute pour parler. Question professionnelle, le front de Callie se plissa. Professionnelle, vous êtes infirmière. N'est-ce pas, un comté? Elle hocha lentement la tête. Service des urgences pourquoi? Russell a choisi ses mots avec soin. Mon fils. Il a quelques blessures en voie de guérison, mais je m'inquiète de l'infection. Je ne veux pas le traîner à l'hôpital si ce n'est pas nécessaire. Quelque chose dans l'expression de Callie changea, elle comprenait peut-être. Quel genre de blessure? C'est mieux si je te montre? Russell croisa son regard. Si cela ne vous dérange pas, venez jeter un œil. 10 minutes plus tard, Callie se tenait dans la chambre de Lennox, son visage professionnellement neutre alors qu'elle examinait les zébrures et les cicatrices sur le dos du garçon. Lennox était assis avec raideur sur le bord de son lit, regardant le sol. Certains d'entre eux sont assez anciens. Callie observa ses doigts doucement alors qu'elle vérifiait une cicatrice particulièrement méchante. D'autres sont plus récents. Celui-ci pourrait avoir besoin d'une crème antibiotique. Elle jeta un coup d'œil à Russell. Comment est-ce arrivé, Lennox? Lennox regarda son père qui hocha légèrement la tête. Le petit ami de ma mère, dit-il doucement. Et parfois ma mère aussi. Le masque professionnel de Callie glissa juste pendant une seconde, révélant la colère en dessous. Je vois qu'elle a ouvert la trousse médicale qu'elle avait apportée avec elle. Je vais en nettoyer quelques-uns et appliquer de la pommade. Est-ce que ça va? Lennox hocha la tête. Pendant qu'elle travaillait, Russell regardait depuis la porte. Callie était efficace mais douce, expliquant chaque étape à Lennox. Quand elle eut fini, elle l'aida à remettre sa chemise et lui laissa un peu d'intimité, rejoignant Russell dans le couloir. Ce ne sont pas des blessures accidentelles, dit-elle à voix basse. C'est méthodique, délibéré, je sais. Russell a répondu tout aussi calmement. Avez-vous signalé cela à qui? Le même système qui lui a donné en premier lieu? Le ton amer de Russell disait tout. Callie fronça les sourcils. Il y a des chaînes. Elle prendra un avocat et fera croire que vous l'empoisonnez contre elle ou, pire, que c'est moi qui l'ai fait. Le regard de Russell était inébranlable. Le système lui a fait défaut une fois. Je ne laisserai pas cela se reproduire. Callie l'étudia. Le regard évaluateur d'une infirmière. Que comptez-vous faire? Gardez-le en sécurité. C'est tout, Russell. Callie hésita. J'aurais dû documenter officiellement ces blessures et j'aurais dû appeler la police la première nuit où je les ai vues. Russell a répliqué. Mais nous savons tous les deux ce qui va se passer. Elle nierait tout. Clyde la soutiendrait et Lennox connaîtrait à nouveau l'enfer, revivant chaque instant pendant que les avocats et les juges décideraient de ce qui est le mieux pour lui. Callie resta silencieuse pendant un long moment. Ensuite, j'ai un appareil photo dans mon sac. Je peux au moins prendre des photos, confidentielles, au cas où. Russell hocha lentement la tête. Ce serait utile, merci. Après que Callie ait documenté les blessures de Lennox et soit parti, Russell a trouvé son fils dans la cuisine en train de préparer un sandwich. Elle a l'air sympa. Lennox a commenté, elle l'est. Russell a accepté, elle va nous aider à suivre votre guérison. Lennox posa le couteau qu'il utilisait pour étaler la mayonnaise. Papa, est-ce que maman vient vraiment aujourd'hui? Russell lui avait parlé de l'appel de Vivica. Inutile de le cacher,
c'est ce qu'elle a dit. Mais tu n'es pas obligé de la voir si tu ne le veux pas. Je ne sais pas, Lennox dit immédiatement, mais il resta incertain. Mais quoi? Et si elle essayait de me reprendre? La peur dans sa voix était palpable. Russell posa une main sur l'épaule de son fils. Elle ne le fera pas, je le promets, mais je pense que ce serait bien si tu n'étais pas là quand elle viendra. Pourquoi n'irais-tu pas au cinéma ou quelque chose du genre? Je vais te donner de l'argent, d'accord? Lennox acquiesça, le soulagement évident dans sa voix. Merci, papa. À midi exactement, une Audi noire s'est arrêtée dans l'allée de Russell. Lennox était déjà parti sain et sauf de la maison. Russell regardait depuis la fenêtre Viva sortir de la voiture, aussi poli et calculé que jamais, vêtu d'un jean de marque et d'un chemisier en soie. Il ouvrit la porte avant qu'elle puisse frapper. Vivica, ses lèvres peintes en rouge se courbent en un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Russell, tu as toujours l'air robuste. Que veux-tu? Cela ne sert à rien de plaisanter. Tu ne vas pas m'inviter? Elle fit signe à la porte ouverte. Pour l'amour du bon vieux temps, Russell s'écarta, lui permettant d'entrer. Elle traversait sa maison comme si elle inspectait une chambre d'hôtel de mauvaise qualité, passant son doigt sur les surfaces, vérifiant la présence de poussière. « Où est mon fils ?» demanda-t-elle en remarquant le silence out. Russell a répondu simplement, « Il ne voulait pas vous voir. » L'expression de Vivica se durcit. « Tu l'as retourné contre moi. »« Tu l'as fait toi-même » rit-elle. Un son cassant. Toujours le même Russell bien pensant. Certaines choses ne changent jamais. Elle se dirigea vers le salon, s'asseyant sans y être invitée sur son canapé. Allons droit au but. Je veux une garde partagée. Russell est resté debout. Cela n'arrivera pas, n'en soyez pas si sûr. Viva répliqua. Fouillant dans son sac à main, elle en sortit un document plié. J'ai parlé à mon avocat. Il existe des motifs d'appel. Sur quelle base? Russell ne prit pas la peine de regarder le journal. Lennox a des problèmes de comportement, des tendances violentes. Il a besoin d'une évaluation psychologique, éventuellement de médicaments. Le visage de Viva était un masque d'inquiétude maternelle. Il n'est pas en sécurité avec toi seul. Vous n'avez pas les compétences nécessaires pour gérer un adolescent en difficulté. Russell ressentit une vague de dégoût, vous êtes incroyable. Après ce que toi et Clyde lui avez fait, ce que nous avons fait, les yeux de Vivica se sont agrandis avec une fausse surprise. Oh Russell, est-ce qu'il t'a raconté des histoires? Vous savez à quel point Lennox exagère l'a toujours fait. J'ai vu les cicatrices, dit froidement Russell, chacune d'elles. Quelque chose vacilla dans les yeux d'incertitude momentanée de Vivica, mais elle récupéra rapidement. Les adolescents se battent, ont des accidents. Lennox a toujours été maladroit. Sortez de chez moi. Dit Russell, sa voix dangereusement basse. Vivica se leva, gardant son sang-froid. Ce n'est pas fini, Russell. Lennox est aussi mon fils et j'ai des ressources que vous ne pouvez pas imaginer. Est-ce une menace? C'est une réalité. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, le regardant. Oh, et Clyde veut te rencontrer, mec, il pense que nous devrions tous être amis. Son sourire était, toute dents, pour l'amour de Lennox. Après son départ, Russell a appelé Callie, tu peux venir? C'est important. 20 minutes plus tard, ils étaient assis à la table de la cuisine et examinaient les photos qu'elle avait prises des blessures de Lennox. Russell a expliqué la visite de Vivica, ses menaces, son déni, elle va essayer de le reprendre. Conclut Russell. Peignez-le comme instable, moi comme incompétent. Callie étudia les photos avec son appareil photo numérique. Il serait difficile de les expliquer comme des accidents, seulement si quelqu'un en autorité regarde réellement. Russell l'a souligné et croit ce qu'il voit. Je pourrais témoigner. Callie a proposé en tant que professionnel de la santé. Russell secoua la tête. J'apprécie cela, mais ce ne serait pas suffisant. Viva a des relations financières, et Lennox. Il ne pouvait pas gérer une bataille judiciaire interminable, étant obligé de les voir régulièrement lors de visites supervisées ou de tout ce qu'ils organisaient.
Callie resta silencieuse pendant un moment. Que penses-tu faire, Russell? Il croisa son regard fixement. Rien dont vous ayez à vous inquiéter. Ce n'est pas une réponse. C'est le seul que je puisse vous donner pour le moment. Callie fronça les sourcils. Si vous envisagez quelque chose d'extrême, vous devriez reconsidérer votre décision. Pour le bien de Linux. Tout ce que je fais est pour le bien de Linux. Russell a répondu. Il mérite justice. La justice et la vengeance ne sont pas la même chose. Callie a prévenu, soyez prudent, Russell. Si vous franchissez certaines limites, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Russell hocha la tête mais ne dit rien dans son esprit. Ces limites avaient déjà été franchies, non pas par lui, mais par ceux qui avaient torturé son fils. Ce qu'il préparait n'était pas une vengeance, mais plutôt un équilibre dans la balance. Alors que Callie rassemblait ses affaires pour partir, elle s'arrêta à la porte. J'ai vu ce que la maltraitance fait aux gens, dit-elle doucement, pas seulement physiquement. Cela les change à l'intérieur. Lennox est encore assez jeune pour guérir, pour avoir une vie normale, mais il a besoin de stabilité, de sécurité. Elle regarda directement Russell. Il a besoin de son père, pas d'un martyr ou d'un vengeur. Après son départ, Russell s'est assis seul à la table de la cuisine, ses mots résonnant dans sa tête. Elle avait raison sur un point, Lennox avait besoin de lui. Mais ce que Callie ne comprenait pas, c'est que parfois, assurer la sécurité de son enfant signifiait se salir les mains. La casse était occupée lorsque Russell est arrivé 3 nuits plus tard. De la musique country retentissait dans les haut-parleurs, des boules de billard claquaient et les conversations rivalisaient avec le bruit. Russell s'assit au bar, commanda une bière et attendit. Jasper travaillait, se déplaçant efficacement entre les clients. Il fit à Russell un bref signe de tête en signe de reconnaissance, mais sans plus de distance professionnelle. Il a fallu 20 minutes avant que Russell ne repère Clyde, un grand homme au dos gominé, aux cheveux noirs et à l'assurance confiante de quelqu'un qui possédait les lieux, au propre comme au figuré. Il se déplaçait à travers la foule, tapant dans le dos, acceptant les poignées de main, jouant le rôle d'un hôte sympathique. Russell observait sans regarder. Clyde avait l'air fort, mais il portait un poids supplémentaire vers la fin de la trentaine ou le début de la quarantaine, une montre ostentatoire au poignet et une ombre à 5 heures soigneusement entretenue. Le genre d'homme qui pensait que l'apparence était égale à la substance. Qu'un message texte a allumé le téléphone de Russell, Lennox, tout va bien. Russell a répondu. Très bien au magasin, j'ai besoin de quelque chose. Le mensonge est venu facilement quand il était protecteur. Lennox n'avait pas besoin d'être au courant de cette mission de reconnaissance. Jasper retourna chez Russell, dans le bar. Il t'a vu, marmonna-t-il, tout en faisant semblant d'essuyer le comptoir, je te demande qui tu es. Russell but une gorgée décontractée de sa bière. Que lui as-tu dit? Rien de spécifique, juste un nouveau gars en ville. Les yeux de Jasper se tournèrent vers l'arrière du bar. Il te surveille maintenant. Russell ne s'est pas retourné. Bien, comme si sur cul, Russell sentit une présence derrière lui. Une main lourde lui tapota l'épaule. Vous ne vous êtes jamais vu ici auparavant? Une voix dit amicalement mais avec un côté sous-jacent, Clyde Arrow, je suis propriétaire des lieux. Russell se retourna lentement et se retrouva face à face avec un homme qui avait torturé son fils. Dans son esprit, il voyait les cicatrices de Lennox, entendait ses cauchemars, mais son visage ne révélait rien. Russell Quint, répondit-il en tendant la main, je vérifiais juste les spots locaux. Clyde lui a serré la main, la serrant légèrement trop fort. Un mouvement de domination. Quint, répéta-t-il. La reconnaissance naissait dans ses yeux. Tout lien avec Lennox Quint. Mon fils, Russell, a confirmé, en observant attentivement Clyde. Eh bien, je serai damné. Le sourire de Clyde n'atteignit pas ses yeux. Vivicus, ex-petit monde, très petit. Russell accepta, prenant une autre gorgée de sa bière. Clyde s'appuya contre le bar. J'ai entendu dire que Lennox restait avec toi maintenant. Comment ça se passe? Il pourrait être une poignée. La manière désinvolte avec laquelle il le disait,
comme s'ils n'étaient que deux hommes discutant d'un adolescent légèrement gênant, fit bouillir le sang de Russell, mais il garda son calme. C'est un bon garçon qui s'adapte bien, c'est bon à entendre. Clyde fit signe à Jasper de boire un verre. Viva a mentionné que vous aviez eu une conversation agréable l'autre jour, n'est-ce pas? Le ton de Russell ne révélait rien. Elle pense qu'on devrait tous essayer de s'entendre pour le bien de Lennox. Clyde accepta le whisky que Jasper lui servit. Je suis d'accord, aucune raison. Nous ne pouvons pas être civilisés. Russell l'a étudié. Essayez de réconcilier cet homme d'affaires au discours doux avec un monstre décrit par Lennox. Ce n'était pas difficile. Il avait déjà vu des hommes comme Clyde. Charmant en public, démon en privé. Civilisé, répéta-t-il. Choix de mots intéressant. Quelque chose passa dans les yeux de Clyde, une rupture momentanée dans la façade, j'essayais juste de faire la paix ici. Homme pour l'enfant, c'est vrai. Russell vida sa bière et se leva. Eh bien, je devrais y aller. Ravi de vous rencontrer, Clyde, attendez. Dit Clyde, sa voix se durcissant légèrement. Viva et moi pensions que peut-être nous pourrions tous nous réunir, pour discuter, peut-être dans votre cabane. Russell se figea, comment savez-vous pour la cabane? Lennox a dû en parler à Viva lors d'un de ses appels. Pourquoi la cabane? Clyde haussa les épaules. Terrain neutre. Loin de la ville, il est plus facile d'avoir une discussion franche. La menace implicite n'était pas subtile. Russell hocha lentement la tête. Je vais y réfléchir. Faire ça? Dit Clyde en levant son verre pour porter un toast moqueur. Nous avons beaucoup de choses à discuter sur l'avenir de Lennox à l'extérieur. Russell était assis dans son camion, les jointures blanches sur le volant. La rencontre avait confirmé ce qu'il savait déjà, Viva et Clyde préparaient quelque chose. Ils voulaient que Lennox revienne, ou du moins voulaient compromettre la garde de Russell, et ils n'étaient pas au-dessus de l'intimidation pour obtenir ce qu'ils voulaient. Mais ils avaient commis une erreur. Ils avaient montré leur jeu trop tôt et ils avaient donné à Russell exactement ce dont il avait besoin, une opportunité. Il démarra le camion et rentra chez lui, son esprit travaillant sur les détails, les imprévus et le timing. La cabane serait bientôt prête. Et alors, comme Clyde l'avait suggéré, il pourrait avoir une discussion franche. En effet, je pourrais jouer à la maison. Lennox dormait sur le canapé, un film passait toujours à la télé. Russell le couvrit d'une couverture puis se rendit à son bureau. Il sortit son carnet et ajouta le nom de Clyde à une liste croissante de notes. Puis il a ouvert son ordinateur portable et a commencé ses recherches sur un sujet très précis, les matériaux d'insonorisation. Le lendemain matin, Russell a emmené Lennox prendre son petit déjeuner dans un restaurant local. Il venait juste de finir quand Russell remarqua Vivica entrant avec Clyde. Ce n'est pas une coïncidence, cette ville n'était pas si petite. Nous devrions y aller. Russell dit doucement à Lennox, qui tournait le dos à la porte, ce que Lennox a demandé. Puis, se raidissant en entendant un rire familier. Il se retourna, vit sa mère et visiblement pâle. « Papa, ça va. » lui assura Russell en posant quelques billets sur la table. Nous partons, mais il était trop tard. Vivica les avait repérés et se dirigeait vers nous. Clyde en remorque, Len. S'exclama-t-elle comme ravie. Quelle merveilleuse surprise. Lennox recula sur son siège. Russell se positionnait entre son fils et les nouveaux arrivants. Nous venons juste de partir, dit-il fermement, sans dire bonjour. Ce n'est pas très poli. Le sourire de Vivica ressemblait à celui d'un requin. Elle regarda au-delà de Russell et se tourna vers Lennox. Chérie, tu ne vas pas lui faire un câlin, maman. Lennox ne bougea pas. Russell pouvait le sentir trembler légèrement derrière lui. Il ne veut pas parler pour le moment, a déclaré Russell, respectez cela. Clyde s'avança, son visage public fermement en place. Allez, mec, elle veut juste voir son fils. Il n'y a aucun mal à cela. Plusieurs convives regardaient. Maintenant une scène publique, exactement ce que Vivica voulait. Si Russell semblait agressif ou peu coopératif, cela jouerait dans son récit selon lequel il était instable. 5 minutes.
Russell a déclaré, enfin à notre table. Juste toi, Vivica, pas lui. Il a fait un signe de tête en direction de Clyde Dott. Le sourire de Vivica se resserra mais elle accepta, bien sûr, juste une conversation mère-fils. Russell ramena Lennox à leur table en murmurant, tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit, tu ne veux pas, je serai là. Viva était assise en face de Lennox, tandis que Russell se tenait à quelques mètres et regardait. Clyde attendait près de la porte, observant également. Tu as l'air mince, dit Viva, tendant la main pour toucher la main de Lennox. Il s'est éloigné. Son expression vacilla. Mangez-vous correctement, dormez-vous suffisamment? Lennox hocha la tête en silence. Vous n'avez pas répondu à mes appels. Continua Viva, sa voix prenant un ton blessé. J'ai été malade d'inquiétude. Lennox jeta un coup d'œil à Russell, qui lui fit un signe de tête encourageant. J'ai été occupé, dit Lennox, sa voix à peine audible. Trop occupé pour ta mère. Viva se pencha en avant. Chérie, je sais que les choses n'ont pas toujours été parfaites à la maison, mais tu nous manques terriblement, Clyde et moi. La maison est tellement vide sans toi. Russell observa le visage de son fils et y vit la confusion. La manipulation fonctionnait, créant le doute. Viva avait toujours été douée pour cela, amenant ses victimes à remettre en question leurs propres souvenirs, leurs propres douleurs. Vous vous souvenez de cette jolie école privée dont nous avons parlé? Continua Viva. Clyde a tiré quelques ficelles. Ils t'ont accepté pour le semestre d'automne. Ne serait-ce pas merveilleux, un nouveau départ? Avant que Lennox ait pu répondre, Russell s'avança. Le temps est écoulé, dit-il fermement. Le masque de Vivica glissa juste pendant une seconde, révélant la colère en dessous, mais elle se rétablit rapidement, se levant avec un mouvement gracieux. Pense Y, ma chérie, dit-elle à propos de Lennox. Nous pourrions être à nouveau une famille, une meilleure cette fois. Alors qu'elle s'éloignait, rejoignant Clyde à la porte, Lennox laissa échapper un souffle tremblant. Elle agit comme si de rien n'était, murmura-t-il comme si elle ne regardait pas pendant qu'il se brisait. Incapable de terminer, Russell posa une main ferme sur l'épaule de son fils. Je sais. Rentrons à la maison. Dans le parking, Russell remarqua que Clyde les regardait depuis l'audi de Vivica. Leurs yeux se croisèrent, une expression froide et entendue qui fit froid dans le dos de Russell. Pour une alimentation fiable, renforcer la porte du vendeur, ajouter de nouvelles serrures à toutes les entrées ont aidé, apparemment heureux de la distraction. Ils travaillèrent côte à côte, construisant des étagères, réparant les murs, déblayant le chemin envahi par la végétation menant au ruisseau voisin. Le travail physique semblait faire du bien au garçon, lui donnant un but, un moyen de reconstruire non seulement la cabane mais aussi lui-même. Vous pensez que nous pourrions venir ici de temps en temps, a demandé Lennox un après-midi alors qu'il faisait une pause au bord du ruisseau. Comme pour pêcher ou autre. Russell hocha la tête en regardant une feuille flotter en aval. C'est le plan, s'éloigner de la ville quand nous devons nous éloigner d'eux. Tu veux dire? Lennox ne le demandait pas, Russell ne le niait pas, du moins pour l'instant. Que se passe-t-il à la rentrée scolaire? Lennox ramassa une pierre et la retourna entre ses mains. Maman a parlé de cette école privée. Elle n'abandonnera pas. Non, elle ne le fera pas, Russell a accepté, mais moi non plus. Sur le chemin du retour, ils se sont arrêtés pour s'approvisionner dans une quincaillerie de la ville voisine, de peur de rencontrer quelqu'un qui les connaissait. Le chariot de Russell contenait un étrange assortiment, des gants résistants, une corde, des détecteurs de mouvement, des bâches en plastique. À quoi ça sert tout ça? Demanda Lennox en regardant les éléments que Russell avait préparés pour cette question, un système de sécurité pour la cabine, des capteurs de mouvement pour nous avertir si quelqu'un venait quand nous ne sommes pas là. Le reste n'est que du matériel d'entretien. Lennox sembla accepter l'explication mais lança à son père un long regard qui suggérait qu'il n'était pas entièrement convaincu. Ce soir-là, Callie est venue avec un dîner, une lasagne maison. Je pensais que vous pourriez en avoir marre des hamburgers et des pizzas, expliqua-t-elle. Russell accepta le plat avec gratitude. Il n'était pas un grand cuisinier et Lennox méritait mieux que des plats à emporter tous les soirs. Merci, rejoignez-nous. Callie hésita,
puis hocha la tête, bien sûr, pourquoi pas pendant le dîner? Linux a en fait souri à plusieurs reprises, et a même ri d'une histoire racontée par Kali à propos d'un patient qui était venu aux urgences avec une télécommande coincée dans un endroit embarrassant. C'était la soirée la plus normale qu'ils avaient eue depuis des semaines. Après que Lennox se soit couché, Russell et Kali se sont assis sur le porche arrière, partageant une bouteille de vin. Il a l'air mieux, observa Kali, plus détendu. Travailler sur la cabine aide, a déclaré Russell. Cela lui donne quelque chose sur quoi se concentrer en plus du passé. Kali hocha la tête en buvant une gorgée de vin. Et vous? Sur quoi vous concentrez-vous? Russell regarda l'obscurité au-delà de la lumière du porche, le gardant en sécurité. Russell, la voix de Kali contenait un avertissement, si vous planifiez ce que je pense que vous planifiez, ce n'est pas le cas, mentit-il doucement, je fais juste de nous un espace sûr, un endroit où aller si les choses se compliquent. Kali étudia son visage, ne le croyant visiblement pas Viva et son petit ami. Ce sont des gens dangereux, vindictive. Je le sais mieux que quiconque, c'est pourquoi je m'inquiète. Kali posa son verre. Si vous faites cela, vous ne pourrez pas revenir en arrière, même si personne ne le découvre, et c'est un gros problème si vous devez vivre avec. Lennox devra vivre avec ça d'une manière ou d'une autre. C'est ce que tu veux pour lui? Plus de secrets, plus de traumatisme? Russell resta silencieux pendant un long moment. Que voudrais-tu que je fasse? Faire confiance au système, le même qui leur a donné Linux en premier lieu? Celui qui a détourné le regard pendant des années pendant qu'il torturait mon fils? Non, Kali a admis que le système l'avait laissé tomber, mais ça ne veut pas dire que je suis tout ce qu'il a. Russell l'interrompit, la seule chose qui l'empêche d'avoir encore plus de douleur. Kali tendit la main et lui toucha le bras. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Il existe d'autres moyens. Nous pourrions tout documenter, obtenir les dépositions d'autres victimes, je suis sûr qu'il y en a d'autres, monter un dossier que même l'argent de Vivica ne peut pas enterrer. Et combien de temps cela prendrait-il? A demandé Russell. Des mois, des années, avec Lennox regardant par-dessus son épaule tout le temps, attendant qu'il trouve un moyen de l'atteindre. Kali n'avait pas de réponse à cela. J'apprécie ce que vous essayez de faire, dit Russell plus doucement. Mais c'est ma responsabilité, mon fils, je me bats. Promets-moi juste que tu ne feras rien d'imprudent. Kali a plaidé pour le bien de Linux, voire pour le vôtre. Russell hocha la tête, ce n'est pas tout à fait une promesse. Je devrais dormir un peu, commencer tôt demain. Après le départ de Kali, Russell se rendit à son bureau et ouvrit le tiroir du bas de son bureau. À l'intérieur se trouvait une petite boîte métallique verrouillée. Il la déverrouillait avec une clé sortie de sa poche, révélant une arme de poing, un Glock 9 mm qu'il possédait avant la guerre. Légal enregistré. Il n'y avait pas touché depuis des années. Russell n'a pas sorti l'arme, il l'a juste regardée pendant un long moment avant de fermer et de verrouiller à nouveau la boîte. Pas encore, peut-être pas du tout, mais il était là en cas de besoin. Le lendemain matin, Russell reçut un SMS d'un numéro inconnu. J'ai entendu dire que vous réparez cette vieille cabane. Cela ne vous dérange pas si je passe le voir. Je pensais à notre conversation. Clyde et Russell montrent le message à Lennox pendant le petit déjeuner. Comment a-t-il eu mon numéro, mon pote Lennox? Maman a dû le lui donner. Papa, tu ne vas pas le rencontrer, n'est-ce pas? Russell a réfléchi à ses options. C'était plus tôt que prévu, mais il serait peut-être préférable de savoir ce qu'il veut. Il dit prudemment, il veut te faire du mal. Linux dit sa voix en s'élevant comme s'il m'avait blessé. C'est ce qu'il fait. Je ne suis pas toi, Linux. Russell a répondu calmement. Je ne suis pas un enfant. Il peut intimider et je ne suis pas seul. Lennox n'avait pas l'air convaincu. Tu ne peux pas lui faire confiance ni à maman. Ils mentent tout le temps. Je sais que... Russell a posé une main sur l'épaule de son fils, mais parfois, il faut rencontrer son ennemi pour mieux le comprendre. Apprenez ses faiblesses ou il apprend les vôtres, rétorqua Lennox. Russell sourit légèrement. Je n'ai pas beaucoup de faiblesses à leur proposer, à part vous, et ils le savent déjà. Après quelques discussions, ils convinrent que Russell rencontrerait Clyde au chalet le lendemain.
Lennox resterait avec Callie, en sécurité et loin de tout ce qui pourrait arriver, juste pour parler, assura Russell à son fils, rien de plus. Mais cette nuit-là, après que Lennox se soit endormi, Russell fit les derniers préparatifs. Il chargea le générateur de carburant, vérifia les serrures de la porte de la cave, s'assura que la bâche en plastique était soigneusement pliée et cachée sous l'évier, testa les détecteurs de mouvement. Puis il rentra chez lui et écrivit 2 lettres, une à Lénine, une à Callie. Juste au cas où les choses ne se passeraient pas comme prévu, il les a scellées dans des enveloppes et les a placées dans le tiroir de son bureau sous des documents ordinaires. Le matin, il s'est comporté normalement. Il a préparé le petit déjeuner, a plaisanté avec Linux à propos d'un jeu vidéo auquel ils avaient joué la veille, l'a conduit chez Callie avec un sac de voyage. Juste une nuit. Russell a promis peut-être 2 au maximum. Lennox le serra fort dans ses bras avant de sortir du camion. « Fais attention, papa, je le suis toujours, » répondit Russell. Alors qu'il se dirigeait vers la cabane, Russell ressentit une étrange sensation de calme. Pas d'anxiété, pas de peur, juste de la clarté. Quoi qu'il arrive dans les prochaines 24 heures, cela déciderait de l'avenir de son fils. D'une manière ou d'une autre, la menace serait éliminée. Il pourrait accéder à la cabine. Il a effectué un dernier balayage. Tout était prêt. Puis il a envoyé un texto à Clyde, « La cabane est à vous pour visiter l'adresse ci-dessous. Venez seul, cet après-midi fonctionne. » La réponse est venue rapidement. Rendez-vous à 16 heures. Dans l'attente de notre conversation, Russell a rangé son téléphone et s'est assis sur le petit porche de la cabane, regardant les ombres se déplacer dans la clairière alors que le soleil se dirigeait vers l'ouest. Dans sa poche se trouvait un téléphone portable qu'il avait acheté la veille. Sur celui-ci, il n'a programmé qu'un seul numéro, Jasper. Le plan était simple, attirer Clyde jusqu'à la cabane en lui promettant une discussion sur Linux, le maîtriser, l'amener à la cave. Appelez ensuite Viva depuis le téléphone de Clyde. Dites-lui que Clyde avait besoin d'aide au chalet. Quand elle est arrivée, emmenez-la aussi. Après cela, Russell n'était plus entièrement sûr. Une partie de lui voulait les faire souffrir comme Lennox avait souffert. Une autre partie voulait simplement qu'ils disparaissent définitivement sans aucune trace à retrouver. Ce qu'il ne savait pas, c'est que d'ici demain, la menace qui pesait sur son fils serait éliminée d'une manière ou d'une autre. Clyde est arrivé à 16 heures exactement. Sa camionnette noire craquait sur l'allée de gravier. Russell a observé depuis la fenêtre de la cabine l'homme sortir, regarder autour de lui, puis s'approcher du porche d'un pas confiant. « Bel endroit », cria Clyde, isolé. Russell ouvrit la porte, révélant qu'il tenait un fusil de chasse, nonchalamment dans une main, non pointé vers Clyde, mais présent. « Un avertissement, c'est ça le but », a-t-il répondu. Les yeux de Clyde se tournèrent vers l'arme. Puis revenons au visage de Russell. Son sourire se resserra, s'attendant à des ennuis. « Préparez-vous toujours au pire », a déclaré Russell en s'écartant. « Viens avec de la bière. » La pièce principale de la cabane était simple, un canapé, une table avec des chaises, une petite kitchenette. La porte de la chambre était fermée. La trappe de la cave, cachée sous un tapis, n'était pas visible. Clyde entra prudemment, son regard balayant la pièce cosy. Russell posa le fusil contre le mur, juste hors de portée de Clyde, et se dirigea vers la cuisine. Il sortit 2 bières d'une glacière, les ouvrit et en tendit une à Clyde. « Alors tu voulais parler ?» Clyde a bu une longue gorgée de bière à propos de Lennox, à propos de nous tous cherchant comment aller de l'avant. Avançant, répéta Russell, sans boire sa bière. « À quoi ça ressemble pour vous ?» Clyde s'installa sur le canapé, cherchant à se détendre. Son fils manque à Viva, c'est naturel. C'est sa mère. Les mères ne regardent pas leur fils être torturé, a déclaré Russell catégoriquement. L'expression de Clyde se durcit. C'est une accusation grave, pas une accusation, mais un fait. Russell est resté debout. Lennox m'a tout dit et j'ai vu les preuves matérielles. Les enfants exagèrent, dit Clyde avec dédain. Lennox a toujours été sensible, enclin à inventer des choses pour attirer l'attention. Russell ressentit une montée de rage mais garda une voix égale. C'est ce que tu te dis ?
Que la cigarette lui brûle les côtes est une exagération. Quelque chose bougea dans les yeux de Clyde, un éclair du véritable homme sous la façade. Écoute, dit-il en se penchant en avant. Quoi que vous pensiez qu'il s'est passé, cela ne vaut pas la peine de se battre. Nous pouvons trouver une solution. Trouver une solution. Russell a fait écho. Comme quoi garde partagée. Suggéra Clyde. Lennox passe les week-ends avec nous, peut-être quelques jours fériés. Nous sommes tous d'accord pour laisser le passé et le passé. Russell sourit légèrement. Le passé où tu fouettais mon fils pour t'amuser, ce passé. Le sourire de Clyde disparut. Fais attention, Russell. Viva et moi avons des connexions de ressources. Nous pouvons rendre les choses très difficiles pour vous. Vous l'avez déjà fait. Russell a répondu, mais c'est fini. Maintenant, il bouge, saisissant soudainement le fusil et se dirigeant vers Clyde. Ne bouge pas. Clyde gela la bouteille de bière à mi-chemin de ses lèvres. Qu'est-ce que tu fous à protéger mon fils? La voix de Russell était calme, presque conversationnelle. Posez la bouteille lentement. Clyde obéit des yeux, sans jamais quitter le fusil. Vous faites une grosse erreur. Non, Russell a dit, vous avez commis une erreur le jour où vous avez imposé la main à mon fils. Ce qui a suivi s'est produit rapidement. Russell a ordonné à Clyde de se mettre à genoux, lui a attaché le poignet avec des attaches zippées et l'a bâillonné avec du ruban adhésif. Puis il l'entraîna jusqu'à la chambre, retira le tapis et ouvrit la trappe de la cave. En bas, ordonna Russell en faisant un geste avec un fusil. Que les yeux de Clyde s'écarquillèrent de peur véritable. Maintenant, il a fait des protestations étouffées à travers le bâillon. À terre, répéta Russell, ou je te tire dessus ici et je te jette quand même. Les mains liées, Clyde avait du mal à monter les escaliers raides. Russell le suivait de près, le train de fusil sur le dos. La cave était faiblement éclairée par une seule ampoule. Dans un coin se trouvait une chaise boulonnée au sol. À côté, une petite table avec divers objets, de la corde, du ruban adhésif, un marteau. Russell attacha Clyde à la chaise, vérifiant les liens 2 fois. Puis il ôta le bâillon. Tu es fou, cracha Clyde. Vivi quand c'est que je suis là. Si je ne reviens pas, elle viendra me chercher. Russell a terminé pour lui. Je compte dessus. La compréhension apparut dans les yeux de Clyde. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous irez en prison. Lennox finira en famille d'accueil. Seulement s'ils vous trouvent, a souligné Russell, et seulement s'ils peuvent prouver quelque chose. Clyde se débattait contre ces liens. Que veux-tu de l'argent? J'ai de l'argent. Quelle que soit la pension alimentaire que Vivic paie pour ses enfants, je la doublerai. Russell ne répondit pas. Au lieu de cela, il sortit le téléphone de Clyde de sa poche, trouva le numéro de Vivica et envoya un SMS au chalet. Tu veux que tu viennes? Juste toi. Important à propos de Lennox? La réponse est venue rapidement. Et Lennox? Est-il là? Russell a répondu, imitant le style brusque de Clyde. Non, autre chose, viens seul, ne le dis à personne. En route, 30 hommes. Russell a mis le téléphone dans sa poche. Elle arrive. Vous ne vous en sortirez pas, dit Clyde, mais sa bravade s'effaçait, remplacée par une peur grandissante. Les gens savent que je suis venu ici, n'est-ce pas? Russell haussa un sourcil. Qui exactement? Clyde hésita, Jasper au bar. Je lui ai dit, intéressant. Russell a dit parce que j'ai parlé à Jasper ce matin. Il pense que vous pêchez au lac Carson aujourd'hui. Le visage de Clyde tomba. Le mensonge avait échoué. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Russell n'a pas répondu directement. Vous allez rester assis ici et penser à chaque fois que vous avez blessé mon fils, à chaque coupure, chaque brûlure, chaque bleu, et alors peut-être qu'il parlera. Il se tourna et monta les escaliers, ignorant les cris de Clyde. De retour dans la pièce principale, il ferma la trappe, replaça le tapis et attendit. Viva est arrivé exactement 30 minutes plus tard, son Audi s'arrêtant à côté du camion de Clyde. Russell la regardait depuis la fenêtre,
élégamment habillée comme toujours, vérifiant avec impatience son téléphone alors qu'elle s'approchait de la cabine. Il ouvrit la porte avant qu'elle ne puisse frapper Vivica. Elle fronça les sourcils et jeta un coup d'œil au-delà de lui. Où est Clyde à l'intérieur? Entrez. La suspicion assombrit ses traits, mais la curiosité l'emporta. Elle entra immédiatement, sentant que quelque chose n'allait pas. Que se passe-t-il, Russell? Où est Clyde? Russell ferma la porte derrière elle. Asseyez-vous, Viva. Je ne pense pas. Elle commença à reculer vers la porte. C'était une erreur, je pars. Russell lui a bloqué le chemin. Non, ce n'est pas le cas. Ce qui a suivi a été le chaos. Vivica essaya de courir pour se battre, pour raisonner, pour menacer Russell avec la froide efficacité d'un soldat qui la maîtrisait. Contrairement à Clyde, il ne s'embêtait pas avec des explications ou des conversations. Il lui a simplement attaché les poignets, la bâillonné et la traîné jusqu'à la cave. Que les yeux de Clyde se sont agrandis lorsqu'il a vu Viva être forcée de descendre les escaliers. Russell l'a fixée sur sa deuxième chaise, de sorte qu'elle et Clyde se fassent face. Puis il ôta leurs 2 bâillons. Vivica a immédiatement commencé à crier, Russell contre elle. La cabane était à des kilomètres de tout voisin. Personne n'entendrait. Tu es pathétique. Elle cracha lorsqu'elle réalisa que crier était inutile. C'est pour ça que je t'ai quitté. Le garçon a besoin d'une vraie discipline. Le visage de Russell restait impassible. Vous appelez ce que vous avez fait discipline. Il fallait que quelqu'un lui apprenne à être un homme. Intervint Clyde. Il était doux, faible comme son père. Russell n'a pas mordu à l'hameçon. Je vais vous laisser tous les 2 ici pendant un moment pour réfléchir. Vous ne pouvez pas nous laisser ici. La voix de Vivica s'éleva à nouveau. Nous avons besoin d'eau, d'une salle de bain. Lennox avait besoin de pitié. Russell l'a interrompu. Tu le lui as donné? Avant qu'ils aient pu répondre, il monta les escaliers, ferma la trappe et alluma le système de haut-parleurs qu'il avait installé. Il a diffusé un enregistrement de la voix de Lennox, décrivant en détail les abus qu'il avait subis. L'enregistrement serait en boucle toute la nuit. Russell était assis sur le porche de la cabine, écoutant les bruits lointains des protestations étouffées de Vivica et Clyde sous le plancher. Le soleil s'est couché, l'obscurité est tombée à l'intérieur de la cave. La voix de son fils continuait sa litanie d'horreur. La justice commençait. La nuit se passa lentement. Russell n'a pas dormi. Il était assis sur le porche, regardant les étoiles tourner au-dessus de lui, surveillant de temps en temps ses prisonniers. Ils avaient fini par arrêter de crier et tombaient dans un sommeil épuisé et inconfortable. Était down. Russell prépara du café et appela Callie. Comment va Lennox? Bien, répondit-elle, sa voix révélant son inquiétude, toujours endormie. Russell, où es-tu? À la cabane, dit-il sincèrement. J'avais juste besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Une pause. Et Clyde, l'as-tu rencontré? Nous avons parlé, dit vaguement Russell. Écoute, Lennox peut-il rester avec toi une nuit de plus? J'ai des choses à finir ici. Bien sûr, approuva Callie. Mais Russell, quoi que tu fasses, sois prudent, je le suis toujours. Après avoir raccroché, Russell se prépara. Il a enfilé des gants, posé des bâches en plastique dans un coin de la cave, installé un projecteur pointant directement vers l'endroit où ses prisonniers étaient.